On a tous vécu ça, non? Être coincé dans une négociation qui tourne en rond, chacun répète ses arguments, on n'avance pas? Ouais, c'est hyper frustrant. On a l'impression d'être face à un mur. Exactement. Et on se dit qu'il faut pousser plus fort. Mais les sources qu'on explore aujourd'hui, elles proposent autre chose. Presque le contraire, en fait. Utiliser la créativité. La créativité en négociation? Oui, ça peut paraître un peu surprenant au début. On imagine la créativité pour l'art, l'innovation. Mais la Ouais, négo. c'est vrai. Pourtant, les extraits qu'on a, qui s'appellent Sois créatif, ils développent vraiment cette idée. Comment une approche plus imaginative peut débloquer les choses. D'accord. Donc notre objectif, c'est de comprendre comment ça marche. Et pourquoi, au fond? Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de cette vision classique de la négociation comme un combat, un peu comme un partage de gâteau, où si j'ai une plus grosse part, l'autre en a forcément une plus petite. Oui, le jeu à somme nulle, comme on dit. Exactement. Les textes, eux, ils nous proposent un vrai changement de regard, voir la négociation plutôt comme un atelier d'idées. Un atelier d'idées. J'aime bien l'image. On va explorer ensemble ce que ça veut dire concrètement et surtout comment cette approche peut mener à des solutions où, idéalement, tout le monde s'y retrouve. Ce qui paraît parfois un peu magique, hein. Carrément. Alors commençons par le problème. Pourquoi, d'après les sources, tant de négociations calent ou finissent en compromis un peu boiteux? Ben, le point clé qui ressort, c'est assez simple au fond. On arrive souvent avec notre solution déjà en tête. Ah oui, le fameux plan A. C'est ça? Notre idée géniale, celle qu'on pense être la meilleure, et on ne veut pas en démordre. Mhm. Et c'est un mécanisme psychologique assez fort, en fait. Une fois qu'on a mis de l'énergie à construire cette solution, on s'y attache, on s'identifie à elle. On la défend bec et ongle. Voilà. Les textes parlent même d'enfermement dans sa propre solution. Du coup, on passe plus de temps à défendre notre truc et à chercher les failles chez l'autre qu'à... Qu'à écouter vraiment pour comprendre. Exactement. L'écoute devient sélective, quoi. On écoute pour contre-argumenter, pas pour comprendre le fond du problème de l'autre. Et ça donne un dialogue de sourds, forcément, chacun campe sur ses positions. C'est ça. On polit nos arguments, on prépare nos répliques. Mais on oublie l'objectif commun qui est de résoudre un problème ensemble. C'est un peu comme si deux architectes voulaient construire un pont, chacun depuis sa rive, sans jamais regarder comment faire la jonction au milieu. C'est une bonne image, oui. On est dans la confrontation de solutions souvent incompatibles. Si la mienne gagne, la tienne perd. Le jeu à somme nulle, on y revient. D'accord. Et c'est justement ce cadre mental que les sources nous invitent à casser avec cette idée d'atelier d'idées. Alors, cet atelier d'idées, parlons-en. L'image est sympa. Ça évoque la collaboration, la construction. C'est l'opposé d'une arène. Mais concrètement, ça se traduit comment dans la discussion? Ça change d'abord la posture, radicalement. Au lieu d'arriver en disant moi je veux ça, on vient plutôt avec un problème à résoudre à deux et surtout des besoins satisfaits. Ah, la fameuse distinction entre la position et le besoin. Exactement. L'atelier d'idées, c'est un espace où on met sur la table non pas nos solutions arrêtées, mais nos intérêts réels, nos contraintes, nos soucis. L'objectif devient, bon, comment on peut imaginer ensemble une sortie qui réponde au mieux aux besoins importants de chacun? C'est plus exploratoire alors. Oui, tout à fait. On génère des options avant de commencer à les juger ou à choisir. On ouvre le jeu. Donc on met vraiment l'accent sur la compréhension des besoins avant même de penser aux solutions. C'est là que l'histoire des sœurs et de l'orange que les sources rappellent est. Elle est parfaite pour ça, oui. Elle illustre vraiment ce décalage. C'est une histoire toute simple, mais très très parlante. Pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, Trois sœurs se disputent une orange. La dernière orange. Chacune la veut pour elle. La position est claire, je veux l'orange. conflictuelle au possible. Voilà. Et si on s'arrête là, les solutions sont pas terribles. On coupe en trois, chacune a un petit bout, personne n'est content. Ou alors on la donne à une seule, les deux autres sont frustrés. Le compromis classique, pas très satisfaisant. Mais la source nous dit creusez. Exactement. Si on leur demande pourquoi elles veulent cette orange, là ça devient intéressant. Alors qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la première sœur, elle veut juste le jus pour le boire. La deuxième, elle a besoin du zeste pour faire un gâteau. Et la troisième, La troisième, elle, ce qui l'intéresse, ce sont les pépins. pour les planter. Incroyable. Et là, le conflit initial, il paraît soudain absurde. Non? Complètement. Leurs besoins réels, jus, zeste, pépins, ne sont pas du tout incompatibles. Pas du tout. Au contraire, on peut satisfaire les trois à 100% avec cette unique orange. Donc le conflit n'existait qu'au niveau de la position. Je veux l'objet orange. C'est ça.
pas au niveau des besoins fondamentaux derrière. C'est fou comme la fixation sur la position peut masquer une solution finalement évidente et où tout le monde gagne. Mhm. Mais bon, on peut se dire, c'est une jolie histoire, mais dans la vraie vie, les négociations sont plus complexes. Identifier les vrais besoins derrière les positions, c'est pas toujours si simple. Non, c'est une excellente remarque. Ce n'est pas toujours simple. Ça demande un vrai effort. Les gens ne disent pas toujours clairement ce dont ils ont besoin, ou peut-être qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes parfois. C'est tout à fait ça. Distinguer la position du besoin, ça demande une écoute active. Vraiment. Et de poser les bonnes questions. Les sources insistent là-dessus. Quel genre de questions, par exemple? Des questions ouvertes, du type pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir avec ça? Ou parlez-moi un peu de vos préoccupations là-dessus. Il faut chercher à comprendre la motivation profonde, aller derrière la demande de surface. C'est un peu un travail d'enquêteur, mais avec empathie. Une enquête empathique. Et j'imagine qu'il faut aussi un climat de confiance pour que les gens osent parler de leurs vrais besoins. Parce que ça peut les rendre plus vulnérables que de rester sur une position ferme, non? C'est un point absolument crucial, oui. Et c'est là que l'approche atelier d'idées peut aider. Comment? En changeant l'atmosphère. Si on commence par chercher à comprendre sincèrement les besoins et les contraintes de l'autre, sans juger, sans vouloir imposer sa solution tout de suite, on montre du respect. Ça peut désamorcer la méfiance. D'accord. Et puis, le fait de bien séparer la phase où on génère des idées de celle où on les évalue, ça aide aussi. Les gens osent proposer des choses, même un peu folles, sans crainte d'être critiqués ou de s'engager trop vite. On explore, c'est tout. Ok, je vois. Donc, une fois qu'on a bien compris les besoins de chacun, on passe à la génération d'options créatives. C'est là qu'arrive la magie dont parlent les sources. Oui, c'est ça. Et le mot magie est là pour souligner à quel point les solutions qui émergent peuvent être surprenantes, inattendues, quand on change de regard. Ce n'est pas de la sorcellerie, on est d'accord. Non, non, bien sûr. C'est le résultat d'un processus. Une fois les besoins bien clairs, là, on peut brainstormer. L'objectif, c'est de trouver le plus d'idées possibles qui pourraient répondre aux différents besoins identifiés. Et à ce stade, la règle d'or, c'est pas de censure, pas de jugement. On cherche la quantité, la diversité. Et les sources, elles donnent des techniques concrètes pour stimuler cette créativité. Parce que bon, sous la pression d'une négo, l'imagination, elle peut vite se bloquer. Oui, elle suggère plusieurs pistes. Par exemple, penser en termes de package. Au lieu de négocier point par point, essayez de construire des ensembles de solutions qui combinent différents éléments. Ça permet de jouer sur les priorités différentes de chacun. Ah oui, je vois. Ce qui est crucial pour moi l'est peut-être moins pour l'autre. Et vice-versa. Exactement. Une autre technique, c'est de se poser des questions du type « et si ?» Et si on avait plus de budget? Et si on impliquait quelqu'un d'autre? Et si on regardait le problème complètement différemment? Ça aide à sortir du cadre habituel. Sortir du cadre. L'idée clé, c'est vraiment de transformer le ou bien, ma solution ou la tienne, en un comment pourrait-on faire pour que et pour que. Comment satisfaire ton besoin essentiel et mon besoin essentiel? Ça demande un sacré changement d'état d'esprit quand même. Passer de l'adversité à À la collaboration sur un problème commun. Exactement. Il faut redéfinir le problème. redéfinir le problème. Oui. Pour l'orange, au lieu de comment partager l'orange, le problème devient comment satisfaire un besoin de jus, un besoin de zeste et un besoin de pépins, avec les ressources qu'on a. Rien que cette reformulation, ça ouvre l'esprit. C'est vrai. Et c'est là qu'elles apparaissent, ces fameuses troisième, quatrième ou même cinquième options dont parlent les textes. Celles qui ne sont ni A, ni B, ni un simple compromis entre les deux. Les options cachées. Et quand on les trouve, on atteint ce que les sources appellent le but ultime. Une situation où tout le monde peut gagner. Mais est-ce que ça veut dire que chacun obtient toujours 100% de ce qu'il voulait au départ? Comme avec l'orange. Pas forcément 100% de sa position de départ, non. Mais idéalement, oui, une satisfaction à 100% de ses besoins fondamentaux, ce qui était derrière cette position. D'accord, la nuance est importante. L'idée, c'est moins un gain maximum sur tous les tableaux qu'une solution élégante, intelligente, qui répond aux intérêts essentiels de chacun, et ce, de manière beaucoup plus satisfaisante qu'un compromis où chacun a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Dans un compromis, on coupe la poire en deux, mais personne n'a vraiment ce qu'il voulait. Voilà. Tandis qu'avec une solution créative issue de cette approche, chacun sent que ce qui comptait vraiment pour lui a été entendu et pris en compte. Donc on sort du jeu à somme nulle pour entrer dans un jeu à somme positive. Voilà. Au lieu de se battre pour la taille des parts d'un gâteau fixe, On cherche ensemble comment agrandir le gâteau.
Ou comme pour l'orange, on réalise qu'on peut le découper d'une manière bien plus maligne qui satisfait tous les appétits en même temps. C'est puissant comme approche. Ça l'est. Ça transforme la négociation. D'une confrontation qui peut être tendue, voire destructrice, ça devient une occasion de créer de la valeur ensemble. Et j'imagine que les bénéfices vont au-delà de l'accord lui-même. Ah oui, tout à fait. Une négociation menée comme ça, de manière constructive, ça renforce la relation entre les personnes. Ça construit de la confiance, ça facilite les collaborations futures. C'est un investissement en fait. C'est vrai que le sentiment à la fin doit être très différent. Si on a l'impression d'avoir co-construit une solution intelligente, c'est pas pareil que si on a dû se battre pour arracher le moins mauvais accord possible. C'est exactement ça. Le processus, la manière dont on y arrive, ça compte presque autant que le résultat final. Se sentir écouté, compris, avoir participé à cette recherche créative. Même si l'accord n'est pas parfait sur tous les points, ça laisse une trace positive. Bon alors, si on devait résumer l'idée forte de ces extraits soit créatifs, ce serait quoi? Que face à un blocage en négociation, au lieu de s'entêter, Il faut oser faire un pas de côté. Oui, transformer la confrontation en atelier d'idées. Mettre le focus sur les besoins réels de chacun. comprendre en profondeur ses besoins. Et ensuite utiliser ça comme un tremplin pour imaginer ensemble des solutions nouvelles, inattendues. L'histoire de l'orange est là pour nous rappeler qu'elles existent souvent, ces solutions. Elles sont juste cachées derrière nos positions de départ. C'est une excellente synthèse, je trouve. Il s'agit vraiment de voir le désaccord non pas comme une fatalité ou un combat à gagner à tout prix, mais comme un défi créatif, un défi à relever ensemble. C'est exigeant par contre. Ça demande de l'empathie, de l'ouverture. Une volonté de sortir de ces certitudes, oui, c'est exigeant, mais les bénéfices peuvent être énormes. C'est un changement de regard assez profond sur ce qu'est une négociation finalement. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la route. Je vous écoute. Si cette approche-là, regarder derrière les positions pour trouver les besoins, si elle est si puissante, où est-ce qu'on pourrait l'appliquer ailleurs, dans nos vies de tous les jours? Hmm. Pensons aux désaccords qu'on rencontre, au travail, en famille, avec des amis. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de réagir au quart de tour à ce que l'autre dit « Non, je suis pas d'accord, il faut faire comme ça », On prenait une seconde pour se demander. quel est le besoin réel derrière? Quelle est la préoccupation, l'intérêt qui motive cette personne? Quels sont les jus, les zestes, les pépins cachés derrière sa demande? Et si on arrivait à les voir? Quelle solution inattendue, bien plus satisfaisante pour tout le monde, pourrait alors apparaître là où on ne voyait qu'une impasse? C'est une invitation en fait, une invitation à cultiver ce regard curieux et créatif sur les conflits petits ou grands qui traversent nos vies.